Bonjour à toutes, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui à cette conférence Octobre Rose, bien sûr. Conférence qui s'inscrit dans les actions de sensibilisation, vous le savez, de l'opération À tout soleil, on va en parler, qui porte cette année le thème maladie féminine, informer, soigner et soutenir. Alors on le sait, Octobre Rose, c'est surtout une période de sensibilisation, notamment au dépistage du cancer du sein. Et quand on évoque les maladies féminines, on pense en priorité justement à ce cancer du sein. Le cancer du sein, il touche aujourd'hui plus de 60 000 femmes par an, ce qui représente une femme sur 8. On va le voir d'ailleurs ici, les chiffres sont derrière moi, pardon pour la salle. Voilà. Ce cancer est de mieux en mieux, on le sait, de mieux en mieux pris en charge. Il n'en reste pas moins plus meurtrier. 12 700 décès par an. Et pour autant, dans 9 cas sur 10, un cancer détecté tôt peut être guéri, d'où l'importance de la prévention, d'où l'importance de cette conférence aujourd'hui. Même si ce cancer touche une majorité de femmes, il faut savoir qu'il peut aussi toucher les hommes. 1% des hommes sont touchés. Voilà. Alors avant de laisser la parole à nos intervenantes et intervenants, je suis ravi d'accueillir sur cette scène, elle est chargée de communication de mécénat GPA Nos épaules et vos ailes. Merci d'applaudir. On lui doit aussi cette conférence. Caliboris. Bonjour à toutes et à tous. Merci Philippe. Bonjour. Un grand merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour cette conférence Octobre Rose. On est ravis en tout cas de vous accueillir. Je travaille pour le fonds de dotation Nos épaules et vos ailes qui porte le prix À tout soleil. À tout soleil, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? C'est une opération de mécénat qui vise à récompenser chaque année 15 associations sur une thématique bien précise. Cette année, on est sur le thème des maladies féminines, informer, soigner, soutenir, comme Philippe vous l'a présenté. Donc, ce qui nous tenait à cœur aujourd'hui de vous présenter cette conférence, puisque avec À tout soleil, on souhaite mener des actions de sensibilisation sur chaque thématique, chaque année. Donc, en plus de la conférence de ce jour, on a aussi mené des podcasts, une série de podcasts sur les maladies féminines que je vous invite vivement à aller écouter au fil des causes sur l'ensemble des plateformes de podcast, de diffusion. On parle du cancer du sein, mais pas que. On parle de l'ensemble des maladies qui touchent les femmes. Le cancer, donc que je viens de le dire, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques et plein d'autres maladies que je vous invite vraiment à découvrir qui ne sont pas connues et qui méritent d'être connues. En plus donc des podcasts, on a cette conférence qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, avant d'écouter les intervenants, les professionnels de santé qui vont parler de cette thématique, je vais inviter Jennifer Duval, qui a été atteinte d'un cancer à l'âge de 34 ans, un cancer du sein. Donc Jennifer, si tu veux bien nous rejoindre pour partager ton histoire. Bonjour à toutes et à tous. Le 23 juin 2023, j'apprends que j'ai un cancer du sein à 34 ans. J'ai pas une tumeur, j'ai pas 2 tumeurs, j'ai 6 tumeurs dans le sein gauche, le sein du cœur. Jamais j'aurais pensé être là face à vous pour vous expliquer mon histoire. C'est d'une jeune femme qui voit sa vie basculer, qui doit combattre la maladie et qui doit surtout réapprendre à vivre parce que le cancer, c'est un avant et un après. Alors, l'idée, évidemment, c'est de vous témoigner et c'est surtout de vous expliquer là que cette démarche elle est personnelle. Donc je m'appelle Jennifer, tout le monde m'appelle Jen, j'ai 37 ans, je vis en région parisienne, je suis chef de projet innovation et j'anime une page qui s'appelle Ma nouvelle vie en rose. Hop, si on peut juste afficher la slide s'il vous plaît, c'est moi qui est en train de mélanger les pinceaux. Ma nouvelle vie en rose, page dans laquelle je fais de la prévention, je raconte mon parcours pendant et après cancer du sein, j'utilise l'humour parce que c'est mon arme. J'essaie d'aider à ma petite échelle et de donner des bons conseils. Alors, cette démarche, je vous l'ai dit, elle est personnelle, elle est volontaire. J'ai répondu à Khalid dans les podcasts au fil des causes que je vous invite vraiment vivement à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que je témoigne? Est-ce que ça a du sens? Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici face à vous et vous aussi à distance.
Alors, c'est la première fois que je fais cet exercice. Je vous cache pas que là, je suis un petit peu comme ça. C'est pas évident de parler de soi, c'est pas évident de parler du cancer parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement, qui est émotionnellement parlant, c'est très prenant. Mais c'est important parce que je suis persuadée que la prévention, c'est le nerf de la guerre. Il faut qu'on ouvre la parole sur le cancer du sein. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut dire en fait ce que ça comprend parce que le but de cette conférence, c'est de la prévention. Alors, j'ai beaucoup préparé cette conférence, je me suis dit comment je peux faire les choses et je me suis remise en question et en fait je me suis dit fais un témoignage sincère, pur. Et si vraiment je voulais être sincère, je dois commencer mon témoignage de la sorte. Ma rencontre avec le cancer du sein, c'est d'abord être aidante avant d'être malade. Et en fait, en 2018, j'endosse réellement le rôle d'aidante. Là, la femme que vous voyez sur l'écran, c'est ma grand-mère maternelle. C'est une femme avec qui j'ai une relation fusionnelle qui est toujours très importante. Moi, on voit que j'ai bien mangé à la cantine. Je suis en train de vivre ma best life dans mon bateau à moteur. Mais par contre, je suis déjà dans le thème. On est déjà avec un maillot de bain rose. Ma grand-mère a un cancer du sein aux alentours de 65-68 ans. Et 10 ans après, elle a une récidive métastatique. Je suis donc aidante quasiment à temps complet. J'ai préparé les piluliers, j'ai géré les rendez-vous oncologues, chirurgiens, imagerie. J'ai poussé les portes des professionnels de santé pour comprendre ce qui se passe. J'ai fait les soins, la toilette, bref, vraiment la vie d'une aidante. J'ai partagé ça avec ma maman et ma tante. Et j'ai compris ce que c'était que le mot dépendance. Ce que c'est de devoir organiser son temps de travail, son temps personnel pour un proche malade. Mais si je devais donner une définition, être aidant, c'est être spectateur, faire de son mieux, sans jamais craquer face aux malades, et en attendant du mieux. On est là, on attend que ça passe, en fait. Et un jour, j'entends ces mots « soins palliatifs », et là, je sais qu'il faut qu'on s'accroche. Il faut qu'on reste unis dans la famille, parce qu'on sait. Pourquoi je vous fais un focus sur le rôle d'aidant ? Parce qu'il est primordial quand on est malade. Il y a 8 à 11 millions d'aidants en France. Ce sont des gens qui sont dans l'ombre, qui sont souvent derrière les malades, qui courbent le dos. Eux aussi, ils sont traumatisés. Eux aussi, ils ont besoin d'aide. Et je peux vous assurer, pour l'avoir vécu en tant qu'aidante et en tant que malade, sans eux, la maladie est beaucoup plus compliquée. Le cancer, c'est aussi une histoire de famille. C'est un tsunami pour les conjoints, conjointes, les amis, les collègues, les enfants aussi. On doit réorganiser toute une famille. Et en fait, dans le domaine du couple, on voit que les femmes ont 6 fois plus de risques d'être quittées par leur conjoint. Désolée messieurs, c'est les stats qui le disent. Et dans le cadre du cancer du sein, c'est 50% des femmes qui sont quittées après l'annonce de la maladie. Donc ça, c'est aussi la réalité de la maladie. Il y a évidemment des couples qui durent, qui se soutiennent, mais il y a aussi cette face cachée de l'iceberg, donc il faut en parler. J'ai été aidante, je vous l'ai dit, j'ai vu le quotidien. La maladie, elle m'a pris un être très cher. Et pourtant, à l'époque, j'avais pas du tout pris conscience d'avoir une bonne hygiène de vie. Je faisais beaucoup de sport, soit, mais est-ce que je prenais soin de mon alimentation ? Pas du tout. Est-ce que j'ai levé le pied sur l'alcool, quand bien même je n'étais pas alcoolique, mais je sortais beaucoup ? Non. Alors qu'on le sait aujourd'hui, l'alcool, c'est un facteur aggravant pour le cancer du sein. C'est 17% qu'on peut rattacher au cancer du sein sur une consommation excessive. Mais j'ai surtout pas pris conscience de 2 choses, la prévention et l'autopalpation. Alors, juste à main levée, et vous à distance, n'hésitez pas à mettre dans le chat oui ou non, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'autopalpation ? Ok. Alors, l'autopalpation, c'est vraiment l'élément clé dans la prévention. On l'a dit tout à l'heure, c'était inscrit sur la slide. Quand le cancer est détecté tôt, 9 cas sur 10, il peut être guéri. L'autopalpation, il faut le faire 1 fois par mois. C'est 5 minutes de votre temps. Il faut le faire en dehors de la période des règles. Ça ne se substitue pas au rendez-vous annuel avec votre professionnel de santé. Et donc, c'est ça qui va pouvoir permettre potentiellement de découvrir si on a un cancer. En ce moment, on est en plein Octobre Rose, donc vous avez des tutos, vous avez des ateliers, même dans les villes, dans des centres paramédicaux à l'hôpital. Donc, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui ne savent pas comment le faire, d'aller regarder, parce que c'est le mot d'ordre de cette conférence, la prévention. Et donc, l'autopalpation, on en entend parler, mais il faut le faire tous les mois. Le décès de ma grand-mère, ça a été un électrochoc pour moi.
j'ai pris la meilleure décision de ma vie à ce moment-là, c'est celle de commencer une thérapie. 2 ans et demi, ça a duré. Et en fait, j'en parle parce que la thérapie, ça a été le fil conducteur pendant mon parcours contre le cancer du sein. Et si je dois vous donner une image, pour moi, la maladie, c'est on est en pleine mer, on nage, à contre-courant parfois. On doit aller rejoindre le rivage. Et sur votre parcours, on va avoir les soins de support, qui sont des bouées sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour respirer, pour mieux repartir. Et pour moi, la thérapie, ça a été l'un des premiers soins de support qui m'a vraiment aidée. Et il y a un élément qui revenait très régulièrement, en fait, pendant ma thérapie, c'est que j'avais peur d'un sujet, que c'était la mort et la maladie. Et en fait, ma psy me dit une phrase qui m'a remuée. Elle m'a dit « Jennifer, vous ne vivez pas, vous n'êtes pas dans le présent ». Et en fait, ça m'a secouée parce qu'en fait, c'était la vérité. J'étais soit dans la nostalgie du passé, soit dans la peur du futur. J'étais jamais dans l'instant présent. Et donc, croyez ou pas, mais 15 jours après, j'apprends que j'ai un cancer du sein. En un claquement de doigts, tout change. La vie prend du sens. Chaque jour est un cadeau. Là, réellement, on se rend compte de ce que c'est que la vie. Et j'ouvre le débat, mais c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais pourquoi on attend toujours d'être au bord du précipice pour se remuer ? Pourquoi on attend qu'on nous confisque notre santé pour se rendre compte que c'est une des choses essentielles ? On se réveille toujours quand on est dans des situations toxiques, voilà, pour avancer. Clairement, la maladie, pour moi, ça a été un électrochoc et ça l'est pour beaucoup de gens qui tombent malades. Alors, je fais un petit flashback. Ça faisait des mois, en fait, que je me plaignais en 2023 d'avoir des douleurs. On pensait hypocondriaque, d'ailleurs. Et en fait, en janvier 2023, j'ai eu des douleurs dans le sein. Et d'ailleurs, on dit souvent, le cancer ne fait pas mal. J'aimerais bien savoir qui est derrière ce « on ». Parce que j'ai eu mal, j'ai eu des douleurs dans le sein et j'ai laissé traîner parce que je me suis dit, bon, c'est la pilule. À quel moment je peux imaginer avoir un cancer à 34 ans ? Parce que dans la pensée collective, c'est 50, 60 ans. Les campagnes de prévention, on ne voit pas de jeunes femmes de 20 ans sur les affichages. Pourtant, c'est la réalité. Le cancer, il touche tout le monde. Il touche des femmes, il touche des hommes, il touche des enfants aussi. Donc, il faut prendre conscience que tout le monde est concerné. Et j'ai commencé à avoir une douleur aussi dans le bras au mois de juin 2023. Et je commence à sentir vraiment que ça n'allait pas. Je prends ma douche et je sens que j'ai une boule dans le sein. Je me regarde. Enfin, je prends le temps aussi de me regarder. D'où l'intérêt de l'autopalpation. Et je commence à sentir une boule. Je sens que j'ai un pli en dessous du sein, donc on appelle une fossette. Une peau d'orange. Donc là, je vous affiche 8 signes qui peuvent prédisposer au cancer du sein. Donc c'est l'importance vraiment de se regarder. Et là, je sens que ça tourne pas rond. Je me dis... Là, je suis trop inquiète. J'ai pris des photos, je les ai envoyées à mon gynéco. Et donc, j'ai rendez-vous le lendemain aussitôt avec lui. Il me donne une ordonnance pour aller faire une écho, une mammo. Je fais ma mammographie qui se passe bien. Ça ne fait pas du tout mal, parce que c'est un mythe, mais vraiment, ça se passe très bien. Et je fais l'échographie qui dure un peu trop longtemps à mon goût. Et là, on m'annonce qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas que c'est un cancer à ce moment-là. Donc, le stress, évidemment, est à son comble. Et vu l'urgence, on m'invite le lendemain à faire un IRM et le surlendemain à faire une biopsie. Ensuite, c'est 10 jours les plus longs de ma vie. 10 jours interminables. Parce qu'en fait, on ne sait pas si oui ou non on est malade. On ne sait pas si oui ou non notre vie va être en jeu. Pour les proches, en fait, ça peut paraître bizarre, mais vraiment, j'ai enchaîné les crises d'angoisse sur les crises d'angoisse. Et on arrive au jour, ce fameux vendredi 23 juin 2023, le verdict tombe. J'apprends que j'ai un cancer du sein hormonodépendant, HER négatif. Et on dit vraiment que l'annonce est un choc traumatique, ce n'est pas un mythe. À ce moment-là, le cerveau se met en croix. C'est un peu quand on vous annonce que vous perdez quelqu'un. Vous n'êtes pas prêt en fait à entendre que vous êtes malade. On n'est jamais prêt, quel que soit notre âge d'ailleurs. Et j'étais là vraiment face au docteur à côté de ma maman en mode je peux pas mourir à 34 ans, je peux pas mourir à 34 ans. J'écoutais absolument rien. Et c'est là où c'est important d'être accompagné à ce genre de rendez-vous. Il faut du soutien, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Et après, je reprends mes esprits parce que je commence à comprendre que c'est grave. Je vois ma maman qui se met à pleurer, je vois la chef imagerie qui se retient. Et là, en fait, je me suis mis en mode guerrière. Tout le monde réagit différemment. Mais là, je savais que j'étais malade. C'est droit devant, il faut se battre. Bien sûr que j'ai eu peur, bien sûr que j'ai toujours peur. Bien sûr que je me suis dit, mais à 34 ans, un cancer, c'est ça ma vie, franchement ? Ok, non, franchement, je laisse tomber. Et en fait, non, pas du tout. À un bout d'un moment, je me suis mis en mode guerrière, et d'ailleurs, je me rappelle de ce moment-là où
Ma mère m'a regardée et m'a dit « Fais-moi cette promesse, ma fille, c'est de te battre. » Alors, ça peut mettre la pression, mais pour moi, en tout cas, ça m'a boostée et c'est ce que j'ai fait. Alors, pour celles et ceux qui sont ici ou même à distance qui me connaissent, je ne laisse pas grand-chose au hasard. Je me suis mis en mode projet. J'ai tout scanné, j'avais tout dans mon cloud, dans mon téléphone. Enfin bref, vraiment, j'ai voulu prendre le contrôle sur mon dossier. Je voulais être au fait du sujet. C'était ma façon de gérer. J'ai demandé un deuxième avis à l'Institut Curie, en plus l'hôpital qui me suivait. Et j'ai décidé que c'était cet hôpital qui allait me soigner. Et puis là, en fait, on a donc ce qu'on appelle une RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, où tous les professionnels liés au cancer, oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes qui se réunissent et qui vont définir votre plan de bataille, votre protocole, parce qu'à ce moment-là, j'apprends en fait qu'il n'y a pas un cancer du sein, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle le hormonodépendant, le mien, il y a le triple négatif, il y a le HER+, on entend parler de gravité de la tumeur, donc grade 1, 2, 3, bref, il y a plein d'infos. Et donc, ces professionnels se réunissent pour définir quel est le protocole le plus adapté à la patiente et à son type de cancer. Alors là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Mon protocole, c'était 3 grands temps. D'abord la chirurgie, ensuite la chimio et enfin les rayons. Alors, commençons par la chirurgie. Je sais que j'avais 6 tumeurs, donc j'avais pas grand espoir de conserver mon sein. Je me doutais que j'allais le perdre, on me l'avait déjà dit sur le premier hôpital et eux ne m'avaient pas proposé de reconstruction. Là, dans ma tête, je commence à pas très bien vivre la chose et donc je me rends à l'Institut Curie, je tombe sur le chirurgien, le chef de la scénologie de Curie. Donc je me dis que j'ai de la chance de tomber sur ce monsieur. Et je me rappelle comme si c'était hier du premier rendez-vous parce que je disais, voilà, c'était un monsieur charismatique quand même, c'est le chef d'un grand centre. Et il me dit, vous êtes trop jeune pour rester à plat. Je vous propose une reconstruction. Et à ce moment-là, bêtement, je lui dis, moi, je fais un peu ce que vous me dites. Il me dit, non, ça, c'est pas une réponse. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, en fait, ça peut paraître brutal, mais moi, j'aime les choses cash, j'aime les gens cash. Et je me suis sentie responsabilisée et il m'a laissé le choix. Donc, j'ai décidé d'avoir cette reconstruction, mais le revers de la médaille, c'est que je savais que j'allais avoir un corps différent. Parce qu'une reconstruction, c'est un sein différent de l'autre, c'est une prothèse, c'est un sein naturel. Et donc, je comprends que là, mon corps va changer. Je comprends que je vais avoir des cicatrices. Et donc, j'anticipe. Bien sûr, je suis déjà dans le futur. Et je lui dis, mais est-ce qu'on peut faire le deuxième, histoire d'être aligné? Et il me dit, on vous sauve d'abord et on reconstruit après. Je comprends en fait la gravité. D'abord, on gère l'urgence et après, on verra. Mais il faut quand même se dire que il faut prendre son temps. C'est long de se retrouver avec un corps, parce qu'on parle de reconstruction immédiate, mais beaucoup de femmes qui ont eu un cancer, on parle de mutilation, d'amputation. C'est vraiment des mots qui sont employés parce que c'est la réalité en fait. On perd un bout de soi. Et c'est là où je reviens sur la thérapie. Ça a eu une importance essentielle dans mon parcours, parce que en fait, je dis souvent, les médecins m'ont sauvé la vie et la thérapie a sauvé mon âme. Parce que la psy, à ce moment-là, elle m'explique une chose, c'est de conscientiser la perte d'une partie de soi. Dire au revoir à son sein. Je suis dans la séance, histoire vraie, vraiment. Et elle me dit, prenez le temps de dire au revoir à votre sein. Touchez-le, fermez les yeux, regardez-le, regardez-vous dans le miroir. Faites-le souvent, mais prenez le temps. Et en fait, je la regarde dans ma tête, je me dis, mais elle a fumé la moquette. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Parce que moi, je vais prendre mon sein, regarder. Et en fait, je sors du câble et je me dis, bon, ma belle, à défaut de payer 90 €, tu vas écouter. Et c'est elle la pro. C'est elle qui te donne le conseil. Et donc, comme bon élève, et pour rentabiliser un petit peu ma science, je fais des exercices. Et en fait, ça a été une bouée émotionnelle primordiale. Pourquoi? Parce que en fait, au moment où vous avez la chirurgie, le lendemain, il y a un médecin qui vient, le chirurgien ou un docteur, qui vient vous enlever le pansement et qui vous accompagne pour voir et découvrir votre nouveau corps. Et en fait, j'ai eu un espèce de moment avant que la personne vienne en mode j'ai oublié un truc, oh là là, aïe, c'est bon, c'est officiel, je suis malade, on m'a enlevé un truc, aïe, ça se voit, aïe, je suis vraiment. Jusqu'alors, il n'y avait aucun signe qui me montrait que le cancer se voyait. Et dans ma tête, je me suis rappelé ce moment et je me suis dit, t'es là parce que ton sein était malade, t'es là pour te battre, tu lui as dit au revoir. Et ça a été instantanément, je suis passée à autre chose. Et ça, c'est vraiment un conseil pour s'il y a des personnes ici présentes ou à distance qui vivent cette situation, faites-le.
parce que ça peut paraître idiot au moment où on vous donne ce conseil, mais absolument pas. Premier dommage collatéral sur la vie personnelle, je n'ai pas échappé aux stats. Mais c'est moi qui ai pris la décision. Je décide de me séparer. Ça fait 2 ans à peu près que je suis en ménage. Je vis avec mon concubin de l'époque et cette personne ne prend pas la mesure de la gravité de la chose, me fait culpabiliser d'être malade et préfère vivre pour lui que vivre pour moi. À ce moment-là, je me regarde dans le miroir et je me dis non, tu vas prendre tes affaires et tu vas partir. 4 jours après ma mastectomie, ma meilleure amie qui nous écoute et ma maman viennent me chercher, je prends mes affaires, je pars. Parce qu'il est temps en fait de penser à soi et de se sauver. Et c'est exactement la même chose que je disais tout à l'heure. Pourquoi en fait j'attends d'être dans cette situation? Parce qu'en fait il aurait bien fallu que je me sépare bien avant. Donc, je rentre dans ces fameux stats. Quelques jours après, j'apprends que mon ganglion sentinelle est touché. C'est le premier ganglion qui est ici, donc ça veut dire que le cancer a commencé un peu à dépasser sa loge. Le chirurgien me propose une seconde fois, j'ai le choix, oui ou non, de faire de la chimio. Je décide de me donner toutes les chances et de faire la chimiothérapie. Et là, je voudrais faire une parenthèse. Encore une fois, c'est des personnes qui vivent la maladie qui vont devoir faire de la chimio. Il ne faut pas s'identifier à mon récit parce que tout le monde est différent. Tout le monde vit la maladie différemment. Je connais des filles qui ont été bossées en chimio. Moi, ça n'a pas été du tout le cas. Et c'est là où j'ai appris le mot résilience. Mais pas juste le dire. Vraiment le sentir parce que c'est pendant la chimio que j'ai été chercher au fond de moi les dernières forces qui me restaient pour me battre, parce que j'ai hésité même. À bout d'un moment, j'ai douté d'aller au bout, et ça ne me ressemble pas d'aller au bout de mes 16 chimios. J'ai eu 4 grosses chimios tous les 15 jours, et après, j'en ai eu 12 hebdomadaires. Les 4 premières m'ont soufflé. Vraiment, elles m'ont soufflé parce que j'ai fait une espèce de comparatif de me dire, bon, t'as eu des douleurs, on en a tous, rage de dents, sciatique, calcul, rénaux. On en pleure tellement on a mal parfois. Mais en fait, pour moi, la douleur, elle nous rappelle qu'on est vivant. En chimio, je ne vivais plus. J'étais dans mon lit, j'étais consciente de ce qui était en train de se passer. Je ne pouvais ni marcher, ni me lever. Si je mangeais 2 morceaux de banane dans la journée, c'était la fête. Ma mère venait dans la chambre pour voir si je respirais parce que j'étais tellement en fait amorphe. Et ce qui est dur, c'est que j'ai conscience en fait de l'état dans lequel je suis. Moi qui suis une hyperactive, ça a été long, dur, et il faut être patient. Il faut se dire que chaque jour ça va passer. Et en fait, en réalité, au fur et à mesure, on prend vie, on ressort, on commence à remanger, à remarcher. Mais ce qui est très difficile à ce moment-là, c'est qu'on sait qu'il faut y retourner. Et c'est contre nature pour l'humain de se dire je vais me sauver la vie, mais en fait je vais souffrir. Parce que la chimio, en tout cas dans mon cas, c'était mieux que je le fasse parce que ça évite évidemment et ça me donne des chances de survie supplémentaires. Donc ça a été à ce moment-là très très difficile pour moi. J'ai activé un deuxième soin de support à ce moment-là, c'est l'acupuncture. Je connaissais pas, pareil, j'y croyais pas parce que voilà, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, mais avec la chimio, j'étais prête à tout. Et en fait, ça m'a permis d'éviter les neuropathies au bout des doigts. Donc c'est une insensibilité due aux chimio et c'est irréversible. Donc l'acupuncture m'a permis d'éviter ça et ça m'a redonné de la vitalité et de la force. Donc vraiment, c'est un soin de support qui est à prendre en compte. Je passe rapidement à radiothérapie. Ça s'est très bien passé pour moi, 25 séances. Par contre, ce qui revient régulièrement, c'est la fatigue. J'habite en banlieue parisienne, aller dans Paris, donc en taxi conventionné, 3 heures de route pour 5 minutes, même pas dans la machine. C'est tous les jours, sauf le week-end. Donc voilà, à part vous dire ça, on voit qu'il y a une évolution de dingue, que ce soit en chirurgie, radiothérapie, même en oncologie. J'ai pas eu de brûlure, donc réellement, à part vous dire que j'ai été fatiguée, tout s'est bien passé sur cette dernière étape. Après la radiothérapie, j'ai activé 3e soin de support et aussi majeur, c'est la kiné. On appelle les kinés RKS, réseau kiné cancer du sein, parce qu'on se dit bon, chirurgie est faite, mais dans le cas d'une mastectomie, on perd en mobilité de l'épaule, on perd en mobilité au niveau de l'aisselle, on a de la lymphe qui s'accumule, on gère les cicatrices, la mobilité de la prothèse aussi. Il y a vraiment des effets qui sont pas anodins sur le corps. La chimio reste aussi dans le corps, ça met du temps en fait. Même si on est debout, le corps enregistre ce qui s'est passé. Et donc c'est 2 séances par semaine et à chaque fois qu'il y a une chire, on reprend le travail. Je continue de le faire d'ailleurs et vraiment ce sont des perles rares parce qu'elles font un travail exceptionnel, elles sont formées spécifiquement pour le cancer du sein, elles le font en plus de leurs études. Hein. Et sur le site, vous pouvez retrouver des personnes les RKS qui travaillent et qui ont cette spécialité de cancer du sein. Là où vous dites, ok,
protocole fini, c'est bon, génial, t'es guéri, les cheveux repoussent, les cils repoussent, mais en fait, attends. Là, on est dans l'après-cancer, et là, c'est le 2e tome de l'histoire. C'est une autre vie. J'entends souvent, c'est bon, t'es guéri, go. Mais en fait, rémission n'est pas égale à guérison. Là, c'est la partie invisible, en fait. C'est la partie qui est un peu plus sournoise, qui est plus difficile parce que ça ne se voit pas. Et si j'étais guérie, je n'aurais pas ce qu'on appelle l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est un traitement que j'ai pendant 7 à 10 ans, qui est là pour couper les hormones, parce que le cancer hormonodépendant, il se nourrit des hormones. Et donc, c'est une sorte de ménopause forcée, ménopause chimique. Si je veux une grossesse, il suffit de l'arrêter, mais il faut le reprendre après. Pour moi, c'est une double hormono, parce qu'on travaille bien. J'ai une injection tous les mois, intramusculaire, et j'ai un cachet quotidien. L'hormonothérapie, c'est des effets indésirables qui ne se voient pas. C'est des douleurs musculaires, des douleurs dans les os, c'est une fatigue. Il y a une femme sur 6 qui arrête l'hormonothérapie au bout d'1 an, tout en sachant que c'est l'arme de guerre pour ne pas récidiver. C'est vraiment un traitement important. Mais certaines préfèrent revivre leur vie d'avant, si on peut utiliser ce mot-là, parce que c'est trop d'effets secondaires. Au début, pour moi, ça a été compliqué. J'ai eu beaucoup d'allergies et maintenant, ça va. Je commence à rentrer dans les clous. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il faut accepter la fatigue. Ça sert à rien de lutter. Il y a des jours où je suis en forme et je pète le feu, et il y a des jours où je suis complètement fatiguée. Et en fait, c'est difficile d'un jour sur l'autre de comprendre, ou d'une semaine sur l'autre, ce qui se passe en fait. Mais le traitement, il est là, et il faut trouver de la force pour aller au sport. C'est un vrai soin de support aussi pour le corps, pour la tête, parce qu'il aide à retrouver un peu de tonus dans les muscles, fluidifier un petit peu tout ça avec les os. C'est ne pas tomber dans cet engrenage de ne rien faire, parce que moi j'en fais, moi j'ai envie. Si j'en fais trop, je suis très fatiguée. Donc il faut trouver ce juste milieu. Et c'est là où on réapprend à vivre en fait. Le après-cancer, c'est le deuil d'une ancienne vie. Souvent, on va entendre certaines assos ou des personnes dire « je veux envie de vivre comme avant ». En tout cas, de mon point de vue, c'est pas possible. L'ancienne vie, c'est cette insouciance de se lever le matin, de se dire « ok, tout roule en fait ». Mais tous les mois, je me rappelle que j'ai cette injection. Tous les 6 mois, je passe dans les machines pour vérifier qu'on est good. Donc là, ça tombe fin du mois, donc c'est du stress à chaque fois. On n'oublie pas en fait qu'on a ce cancer, qu'on a eu ce cancer, ce trauma. On doit vivre avec. Concrètement, on s'adapte au traitement. Petit exemple, je pars en Asie là au mois de janvier. Je dois prévoir, évidemment, l'injection tombe pendant le voyage. Je dois prévoir le produit, donc prévoir avec les douanes, l'ordonnance en anglais, trouver l'hôpital sur place, qui je vais faire confiance, parce que qui va me faire cette injection? Actuellement, j'ai une infirmière qui vient tous les mois, en qui j'ai confiance, que j'adore. Donc, je pars pas avec, je pars avec un petit stress, en fait, au moment où je vais devoir faire ce truc-là. Donc, voilà. Est-ce que je le considère comme une contrainte ou comme une nouvelle vie? En réalité, ça dépend des mois, ça dépend de l'humeur, parce que oui, le quotidien reprend, mais vraiment, c'est une autre vie. La reconstruction aussi, c'est beaucoup de patience. On y arrive. Première chirurgie, juin 2023. La deuxième, cette année, mars 2025. Pendant 1 an et demi, j'ai vu ce corps mutilé dans le miroir. Et tous les jours, je sais que j'ai eu un cancer. Et donc, j'ai décidé, et quand je décide, je me donne les moyens, d'avoir un corps qui me plaît. Je ne retrouverai jamais la poitrine de l'époque. Je le sais, mais je vais tout faire pour avoir quelque chose, une poitrine qui me plaît, de me sentir bien dans mon corps. Parce qu'en fait, on a souvent tendance, quand on vient à un cancer, de se dire, bon, avec ce que j'ai vécu, c'est bon, en fait, ok, c'est moins pire qu'avant, voilà, j'ai vécu déjà. Non, c'est pas une chirurgie esthétique, ça ne me convient pas pour le moment. Je sais que j'ai d'autres chirurgies prévues début 2026, c'est probablement en 2027, et je ferai tout pour me sentir mieux dans mon corps, mais ça prend beaucoup de temps, il faut de la patience. Le cancer, c'est des gros changements, et là, on va attaquer d'abord la perte des cheveux. Moi, j'ai décidé, c'était pas cancer de décider quand j'allais perdre mes cheveux, donc j'ai réuni mes copines et les filles de la famille. J'ai privatisé le salon de coiffure de ma tante, milliardise, champagne et soft pour moi. Je voulais briser la glace, en fait, parce que je savais que tout le monde allait avoir ce malaise de me voir sans cheveux. On a fait ça ensemble et on a finalement passé un bon moment. Vraiment, ça reste un souvenir. Même si c'était dur, c'était pas, je voulais pas faire de pathos parce que c'est pas moi. Je sais pas faire dans le pathos. Ce qui a été dur, par contre, c'est de perdre mes cils. Parce que pour moi, le regard, c'est le reflet de l'âme. Et là, en fait, je savais que j'étais malade, je pouvais rien faire. Ça se voit, en fait. La poitrine, je pouvais la cacher. Mais le visage, c'était pas possible. Donc, on prend un petit coup dans la confiance en soi. On est tous dans nos téléphones. Moi, la première, on se regarde plus.
Donc cheveux courts égale monsieur. Bonjour monsieur. Au début ça fait rire, mais des fois ça fait mal parce qu'on perd son identité. On se regarde dans le miroir, on dit waouh. Ok, puis on a les photos aussi sur le téléphone qui nous rappellent des souvenirs d'il y a 3 ans. Donc là c'est compliqué et du coup ça joue aussi sur la vie de couple, qu'on soit marié ou célibataire. Quelle relation, quelle approche j'ai avec mon partenaire de ce changement de corps. Quand on est célibataire, je l'ai vécu. À quel moment je montre mes cicatrices? Est-ce que j'en parle? Est-ce que je dis que j'ai un cancer? Ça fait partie de ma vie, donc je dois en parler. Mais ça m'est arrivé, sur des premiers rencarts, au moment où j'en parle, d'être ghostée. Alors, être ghostée, quand il n'y a pas de raison, déjà c'est violent. Mais en plus, parce qu'on est malade, c'est très dur. C'est la réalité, en fait. Il y a des personnes qui ne veulent pas de contraintes. La maladie fait peur, et c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que c'est une autre vie, et on peut continuer de vivre. Relation au travail, j'ai jamais vraiment coupé le cordon, j'ai continué de venir sur site, même quand j'avais pas de cheveux, je mettais mes casquettes. Mon manager qui m'écoute, qui nous écoute, a été adorable, il réservait une salle pour que je puisse manger avec eux, pour pas être confrontée à la cantine parce que j'avais une immunité qui était trop faible. Mon directeur qui m'a appelé quelques jours après pour me dire « Écoute Jennifer, tu penses à ta santé, des dossiers il y en aura toujours, tu retrouveras ton travail. » Et ça a été primordial parce que ça a été un poids en moins. J'ai eu une équipe vraiment soudée. Donc, au niveau du travail, j'ai pas eu ce poids. Par contre, au niveau des finances, c'est la double peine. Être malade, ça coûte cher. Parce que tout n'est pas pris en charge. Les soins de support ne sont pas tous pris en charge par la mutuelle et pas par la sécu. Il faut acheter des produits parce qu'on a la peau sèche après la chimio, les vernières qui vont bien, les sous-vêtements adaptés. C'est un gouffre financier. Il y a certaines filles qui n'ont pas de prévoyance, qui perdent sur leur salaire, qui se posent la question si elles peuvent garder leur appartement. Vous êtes malade et en plus à la fin du mois vous êtes dans le rouge. Psychologiquement, c'est très très dur. Et c'est là où en fait les assos prennent leur place. J'en ai mis quelques-unes et j'ai mis aussi la marque même qui est une référence. Vous voyez dans les pharmacies, même des pubs à la télé qui sont une référence pour tous les produits cosmétiques et de soins avec le cancer du sein. Et des associations Jeunes et Roses, Rose Up, Collectif Triplet, Do Dreams. Donc vraiment, merci à eux et à toutes les associations que j'ai pas mis mais qui font un travail remarquable pour aider les aidants, qui font des dons, qui offrent des produits parce que justement, tout le monde on n'est pas égaux à ce moment-là face à la maladie parce qu'on n'a pas tous les mêmes finances. La partie administrative aussi est très très lourde. Bref, j'en arrive à la fin. Quand je vous dis tout ça, forcément, c'est pas très très joyeux, c'est un peu lourd, mais il y a un après, il y a une nouvelle vie et il y a du positif. Même si là où vous pensez qu'il n'y a plus de lumière, il y en a quand même. Il faut aller la chercher, il faut se battre. Aujourd'hui, j'ai une autre vie. J'ai plus la même qu'avant. C'est clair. Ce trauma, il est ancré en moi. Mais j'avance. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que personne, je dis bien personne, ne va pouvoir se mettre en travers de mon chemin. 1, pour vivre. 2, pour faire ce que j'ai envie de faire. 3, pour sortir du cadre, parce que c'est ce que je fais très régulièrement. J'ai repris des projets parce qu'il y a des choses, on est un peu rêveur. Et une fois qu'on a un cancer, on dit j'ai envie de le faire. Je suis en train de rédiger un livre que j'espère publier l'année prochaine ou dans 2 ans. En tout cas, je vais te donner tous les moyens pour le faire. Je travaille sur un dossier associatif pour organiser un gala de boxe de charité, pour récolter des fonds, redonner aux assos et organiser des événements. Je suis redevenue rêveuse, je revoyage, je commence à prendre confiance en moi. C'est une autre vie. Au final, je me dis que la vie est belle. Je m'appelle Jennifer, j'ai 37 ans. Et je suis en vie. Merci de m'avoir écouté. Merci. Jennifer, merci. Merci pour ce témoignage, pour ton parcours, d'avoir précisé tout ça avec sincérité. J'aimerais vraiment qu'on l'applaudisse parce que une demi-heure. Alors, pour compléter, si tu es d'accord, on va appeler, pour compléter justement toutes les étapes qu'on a vues avec toi, on va compléter avec le docteur Rémi Salmon, il est ancien chef du département de chirurgie de l'Institut Curie, membre de l'Académie de chirurgie, professeur du Collège de médecine et expert agréé par la Cour de cassation, ainsi que Mélanie Besmadja, psychologue, psychothérapeute spécialisée en TCCE, thérapie comportementale et cognitive, et l'hypnose aussi. Merci de les accueillir. Merci.
Installez-vous. Waouh, quel témoignage. C'est pas très facile de parler derrière elle, hein. On va justement rebondir. On va rebondir sur ce qu'elle a, voilà, ce qu'elle a pu dire et ce qu'elle a avancé dans toutes les étapes, justement, avant, pendant et après. Elle en a parlé juste au début, l'annonce du cancer. C'est un électrochoc. On a le sentiment d'être complètement sonné. Elle le dit. Première question, docteur, je dirais Rémi, hein, docteur Rémi. Comment se passe l'annonce d'un cancer? Est-ce qu'il y a qui l'annonce déjà? Et est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de l'annoncer? Alors, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais par contre, il y a des mauvaises façons d'annoncer des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'on peut regarder son ordinateur et tourner le dos à la personne à qui on parle. Ça, c'est sûrement une mauvaise façon d'annoncer une nouvelle. En fait, d'ailleurs, Jennifer a très bien expliqué, c'est 10 jours qu'elle attend avant le résultat de la biopsie et cette échographie qui dure un peu longtemps avec l'échographe, le radiologue est en prise directe sur le sein avec sa sonde d'échographie, et puis il commence à tripoter ses boutons, éventuellement commence à transpirer légèrement un petit peu en se disant aïe aïe aïe, et la patiente, Jennifer, lui a probablement dit vous voyez quelque chose d'anormal, docteur? Réponse, ah bah oui, il va falloir faire une biopsie. Et donc, à partir du moment où le radiologue a dit qu'il allait faire une biopsie, le cancer devient une possibilité. La certitude ne viendra qu'avec le résultat de la biopsie et tout ce qui s'ensuit. Mais quand on annonce à une femme qu'elle a un cancer du sein, il faut le lui dire. Alors, quand nous préparions cette réunion, je rapportais une expérience que j'avais vécue un jour à Curie où j'étais avec une jeune psychologue à côté de moi et je trouvais que j'avais fait vraiment une bonne consultation, j'avais bien expliqué, j'avais fait des schémas, etc. J'étais assez content de moi. Vous allez dire, les chirurgiens, ils sont souvent assez contents d'eux. Mais à la fin de la consultation, la patiente sort et je me retourne vers la psychologue et je lui dis alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, ouais, c'est pas mal, t'as juste oublié de lui dire un truc. Ah bon? J'ai oublié de dire quelque chose. Ouais, t'as juste oublié de lui dire qu'elle avait un cancer. Donc il faut qu'à un moment quelconque, un médecin face à sa patiente lui dise, madame, vous avez un cancer. Parce qu'on lui dit la vérité. Il faut pas, je pense qu'en 2025, en tout cas, je pense que Jennifer sera d'accord avec moi, il faut pour qu'on puisse lutter efficacement, qu'on sache qu'on vous dit la vérité, qu'on vous raconte pas des histoires, comme à l'époque on disait, pour la place de la radiothérapie, on va vous faire un petit peu d'électricité, ça ira beaucoup mieux après. Donc je vous rappelle même qu'avant les états généraux de la Ligue, on ne parlait qu'à la famille, on parlait pas aux patientes. Donc, il y a des immenses progrès qui ont été faits à condition qu'on leur dise la vérité. Mais comme Jennifer l'a très bien dit, on lui a dit, vous avez un cancer et on va vous retirer le sein. Et après, c'est le blanc, elle n'entend plus rien. Et on a, je dis pas tous les jours, mais cette expérience devant une femme en face de vous qui fait oui, 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 vous décidez des schémas, etc. Et normalement, lorsqu'on a la possibilité dans un certain nombre d'établissements, il y a une infirmière qui revoit la patiente après la consultation pour reformuler avec elle ce qu'elle a entendu. Et il est très clair que la plupart du temps, à partir du moment où on lui a dit « vous avez un cancer », elle n'entend plus rien. Alors après, dans le déroulement du traitement, on va avancer sur les questions après. Mais la vérité va apparaître et parce que pour se battre, il faut savoir le nom de la maladie et qu'est-ce qu'on va faire. D'accord. Parce qu'on m'a prescrit, moi, 2 minutes par réponse. C'est pour ça, docteur. J'ai passé mes 2 minutes. Voilà. Là, vous avez déjà pris. Voilà. C'est mon traitement. Jennifer a parlé de l'importance justement de la thérapie. Elle l'a dit dans son parcours d'accompagnement. Mélanie, à quel moment faut-il consulter?
Est-ce à l'avance de la maladie, est-ce pendant les traitements, est-ce après, à quel moment? Alors justement, il n'y a pas de règle. Moi, étant psychologue en libéral, c'est-à-dire que je reçois des patients qui viennent volontairement me voir en général ou sur prescription de leur médecin qui leur conseille justement d'aller voir quelqu'un. Mais je peux les voir à différentes étapes au moment du dépistage, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans la phase d'attente. On leur dit si oui ou non ils ont un cancer. Ça peut être juste après l'annonce du diagnostic ou en cours de parcours, de soins, ou encore une fois pendant la rémission. Donc c'est très variable et ça va dépendre de pas mal de facteurs. Quand on entend le mot cancer, elle a dit, Jennifer, je rebondis à chaque fois sur ce qu'elle a dit, on s'imagine le pire, on se pose énormément de questions. Comment faire pour justement gérer cette annonce-là? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des patients, des patientes et des patients? Alors justement, comme l'a dit le docteur Salmon, le poids des mots, c'est vraiment important. Quand on entend cancer, dans l'inconscient collectif, cancer égale maladie grave égale mort. Ça, c'est ce qui se passe pour tout le monde. Donc, s'il y a une effraction, si on est au bord du précipice, d'un coup, le sol s'effondre sous nos pieds. Donc, il y a un état de sidération. Donc, nous, en tant que psychologues, et je conseille aussi aux médecins, mais à toute personne, c'est vraiment d'écouter. Prendre le temps d'écouter la personne qu'on a en face de soi. Parce que c'est ce qui se joue pour elle. On est tous différents, et à ce moment-là, ce mot, il va résonner différemment d'une personne à une autre. Ça va faire appel à nos références, à nos expériences vécues. Pour Jen, ça a été d'être proche aidant, donc se représenter son accompagnement, comment elle a vu sa grand-mère, peut-être s'identifier à elle à certains moments. Mais ça va être plein d'autres choses. Donc c'est important vraiment d'accueillir la personne, ce qu'elle comprend, comment elle a compris ce que lui a dit le médecin, le corps médical, de ce qui va se passer aussi par la suite, mais aussi ses émotions. Il n'y a pas de bonne façon de réagir. Donc la psychothérapie, c'est un lieu neutre. On reçoit la patiente, on la laisse s'exprimer librement. Certaines vont être dans l'angoisse, se poser plein de questions, faire plein de recherches, supposer certaines choses qui vont se produire en termes de changement. D'autres vont être plus dans le côté très pragmatique, comment je vais faire par rapport à ça, aux enfants, le travail, ma vie de femme, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que mon conjoint va me quitter, parce que c'est une vraie question qui se pose au début. Et ensuite, ça va être vraiment d'accueillir les émotions. Certaines vont pleurer, certaines vont être perdues, et on est là, on écoute. Première étape, on écoute, on accueille, et en tant que psy, c'est vraiment l'étape fondamentale où on va avoir une richesse, on va vraiment comprendre qu'est-ce qui se joue là pour elle. Pas ce qu'on pense, pas ce que se représente la société, mais elle. Merci. Docteur Rémy, Jennifer Ducet. Ouais, Rémy, on va dire Rémy. Je sais pas si... Cher Rémy. Jennifer Ducet, tout à l'heure qu'il n'y a pas qu'un seul cancer du sein, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les protocoles qui sont pas tous identiques? On n'y connaît pas grand-chose. Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer un peu, mais que pour nous, la gestion de la maladie, c'est relativement facile. C'est-à-dire qu'on a une femme qui a l'âge qu'elle a, sa taille, son poids, qui fume, qui boit, qui a des maladies associées, un diabète, une hypertension artérielle, etc. Et puis, on a des paramètres biologiques de la tumeur, d'abord la taille, la présence du ganglion, éventuellement l'existence de maladies à distance, et puis les résultats de la biopsie qui disent il y a des récepteurs hormonopositifs, il y a la surexpression d'un gène, il y a une prolifération avec un paramètre qui s'appelle le Ki67 ou l'index mitotique. Et avec ça, il y a une espèce d'algorithme qui fait qu'on a des stratégies nationales, régionales, nationales et internationales qu'on réactive tous les ans dans les congrès. On dit que les médecins sont toujours dans les congrès, mais il y en a qui travaillent et qui réactualisent les protocoles tous les ans. Par exemple, en France, il y a actuellement un protocole qui s'appelle Oncorif, qui est disponible sur Internet, et en fonction de votre âge, votre taille tumorale, l'existence de ganglions et les paramètres biologiques, va vous dire il faut vous traiter de telle et telle façon. Donc, à la limite, c'est pas très compliqué pour nous de savoir quel est le protocole qu'on va proposer à la patiente. Ce qui est plus difficile, c'est de lui expliquer à elle avec des mots qu'elle comprend. C'est difficile de faire comprendre ces choses-là. Mais, j'allais dire, c'est ce qu'il y a de plus facile. Traiter la tumeur, c'est ce qu'il y a de plus facile. Traiter les gens, c'est beaucoup plus compliqué. Et Jennifer m'a très très bien parlé, j'ai rien à dire sur son témoignage, parce qu'elle a pratiquement tout couvert. Mais
Ce qui se passe, c'est l'après-cancer. Une fois que vous n'avez plus dans votre agenda l'opération a lieu à telle date, on retire vos fils à telle date, la radiothérapie va commencer. C'est dans les agendas, on vous a informé des effets secondaires plus ou moins. Et puis, tout d'un coup, un jour, c'est fini. On vous dit, on vous revoit dans 3 mois, il y a un petit comprimé à prendre, éventuellement une piqûre. Et les femmes se retrouvent toutes nues au milieu de la jungle. Et c'est ça l'après-cancer. Et dans l'après-cancer, aujourd'hui, Jennifer a essayé, et avec succès, un certain nombre de ce qu'on appelle thérapies non interventionnelles. Et il y en a de ces thérapies non interventionnelles, l'Organisation mondiale de la santé en recense plus exactement 440. Ils sont recensés. Je ne parle même pas des non recensés. Alors, comment la patiente va-t-elle choisir parmi ces 440 ? Elle va nous demander notre avis. Elle va demander l'avis de sa psy, mais ça n'empêche pas qu'elle aille faire du sport et qu'elle nous demande est-ce que je peux nager en cours de radiothérapie. On va dire non, il ne faut pas nager en cours de radiothérapie parce que ça risque de vous brûler parce qu'il y a des désinfectants dans l'eau de la piscine. Et donc, on va pouvoir écouter et dire oui, ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée, ça j'en sais rien. Et dernier point sur lequel nous sommes parfaitement d'accord avec Mélanie, c'est qu'il y a une temporalité. C'est-à-dire que ce qui est valable pour l'une à un moment n'est pas valable pour l'autre au même moment et qu'il n'y a pas de protocole pour ces soins de support. Autant la maladie elle-même, il y a des protocoles qu'on suit avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de tolérance. Bon, ça c'est la vie des cancérologues, j'allais dire. Et puis, l'après-cancer, il n'y a pas de protocole clair. On ne peut pas dire à toutes les patientes, il faut que vous voyez un psy. Parce que, d'abord, la première réaction, c'est de dire, pourquoi je dois aller voir un psy? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas folle. Donc, il y a un moment qu'il faut trouver, identifié, dans lequel le soutien ou la prise en charge psychologique est la bonne. Alors, j'aimerais qu'on revienne juste rapidement, elle en a parlé tout à l'heure, sur la RCP, cette fameuse réunion de concertation pluridisciplinaire. Comment ça se passe Normalement, la loi fait obligation de tout nouveau cancer doit être présenté dans une réunion de concertation pluridisciplinaire. De la même façon que... Pardon ? Qui est invité, qui en fait partie de cette réunion? Alors, il y a un chirurgien, un radiothérapeute, un oncologue médical, un radiologue et un anatomopathologiste. Et éventuellement des patientes, des médecins, des patientes s'ils souhaitent. Alors, dans les réunions de concertation pluridisciplinaire, il y a toujours un mâle dominant, qui est d'ailleurs pas toujours un mâle, puisqu'il y a 75% des médecins qui sont des femmes maintenant. Et à la fin, il y a un compte-rendu de cette réunion de concertation pluridisciplinaire qui est adressé aux médecins, aux différents spécialistes et à la patiente la plupart du temps. D'accord. Elle en parlait tout à l'heure, quelles que soient les patientes, les traitements amènent à des effets secondaires terribles. Comment pallier justement ces effets secondaires? Non, pas terrible au début. Là. Ouais. Je vous ai entendu dire des effets secondaires terribles. Les gens... Je sais pas ce que je vais faire. Non, mais il y a des gens qui passent à travers les traitements comme si ils allaient se promener dans les bois, et puis il y en a d'autres qui sont couchés le premier jour et ils se relèvent 6 mois plus tard. D'accord. Et ça, nous, quand on les voit la première fois, on ne sait pas. On ne sait pas, puisque dans le combat dont vous avez très bien parlé, puisque c'est un combat, on établit un plan de bataille, comme à l'armée, Clausewitz ou Sun Tzu, s'ils connaissent... Je pense, dans une société comme dans laquelle on se trouve ici, et vous avez tous lu Sun Tzu, l'art de la guerre, il faut identifier ses forces, identifier les forces de l'ennemi, regarder quel est le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est la patiente, et lorsqu'il faut attaquer, on attaque, et lorsqu'il faut... Et comment attaquer? Tout ça est décidé, le plan de bataille, c'est ce qui est décidé dans la RCP. Alors Mélanie, pendant justement le parcours de soins, il est essentiel de prendre soin, bien sûr, physiquement, mais aussi... la santé mentale est plus qu'importante. Comment expliquer la place que prend la thérapie dans le parcours du soin à la patiente et quels exercices ou protocoles mettez-vous en place? Alors, comme on l'a vu, le mot cancer, c'est quelque chose qui est très fort, où il y a pas mal d'associations d'idées qui sont à ce moment-là. Moi, je parle souvent que c'est un tremblement de terre. Chez le patient, c'est vraiment à un moment, le cancer, il vient fissurer les murs, il vient faire bouger des objets, encasser.
Il y a certaines parties qui vont se fissurer et s'effondrer plus que d'autres. Et à ce moment-là, le psy, j'ai envie de dire, il a le rôle d'architecte. À ce moment-là, on va identifier quelles sont les fondations, qu'est-ce qui était préexistant au cancer, comment la personne s'est construite, qu'est-ce qui est fondamental pour elle, qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui se maintient. Et on va accompagner le patient dans les différentes étapes du soin, justement, à reconnaître quelles sont ses forces, ses ressources, à pouvoir identifier ses besoins, ses attentes, identifier comment les verbaliser, vers qui les verbaliser. Parce que personne n'est un couteau suisse, et donc les proches non plus ne le sont pas. Donc c'est vraiment accompagner le patient au mieux dans sa singularité, comprendre ce qui se joue pour lui et comprendre ce qui va se jouer aussi pour lui par rapport à ses projections, par rapport à ses peurs, ses angoisses. Donc en thérapie cognitivo-comportementale, qui est mon champ d'action, on va vraiment identifier tout ça, l'accompagner. J'utilise aussi la thérapie des schémas qui permet de cueillir aussi son enfant intérieur, celui qui est dans une perte de repère, qui est bousculé, qui se retrouve plus, qui ne sait plus qui il est dans son rôle de vie en tant que femme, en tant qu'amie, en tant que compagne, en tant que salarié, que membre actif de la société, en tant que fille. Donc c'est assez particulier et on va aider le patient à identifier tout cela. À la fois ses représentations, ses émotions et du coup comment l'aider à agir. Et aussi, à différents moments, on peut utiliser, moi j'utilise beaucoup l'hypnose et j'initie beaucoup mes patients à l'auto-hypnose. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle, je vous rassure. C'est vraiment apprendre au patient à être dans l'instant présent. Créer cette sécurité dans les moments de refondation, de reconstruction. Ça peut être justement lors de la radiothérapie, quand on est quand même enfermé dans un endroit seul, c'est à 5 minutes, mais c'est extrêmement anxiogène. Donc à ce moment-là, on va aider le patient à être là. Un peu comme quand vous faites la vaisselle, vous ne pensez pas au geste que vous faites, pourtant vous êtes assuré de laver votre vaisselle. Pour autant, vous êtes ailleurs, vous activez un monde, vous êtes en train de penser à vos courses, à vous dire attention, il faut que j'aille chercher les enfants à telle heure. Ben là, c'est la même chose. On va apprendre au patient à activer au besoin ou pour le plaisir aussi ce monde-là. Amener son focus attentionnel, être ailleurs tout en étant là dans l'instant présent, vivre maintenant. Quelle place occupent les proches justement dans le parcours de soins? Comment les accompagner au mieux? Alors, parlez un petit peu. Alors justement, si moi je suis l'architecte, le patient c'est le maître d'œuvre dans la reconstruction et les proches c'est les artisans. Donc on a besoin d'eux parce que eux aussi ils vont avoir un rôle actif dans l'accompagnement. Mais attention, on est artisan, on suit les recommandations du maître d'œuvre. Donc il faut écouter le patient, il ne faut pas chercher à se mettre à la place. Bien sûr, ce sera toujours bienveillant, mais certains vont surtout se dire je vais me mettre en retrait parce que ça fait écho à ma propre histoire. Le cancer résonne différemment chez moi. Pour d'autres, ça va être un besoin de surinvestissement. Donc vraiment la précaution, c'est écouter, questionner la personne en face de vous qui à certains moments aura besoin de ça, aura des attentes à tel ou tel endroit, et ce ne sera pas toujours pareil en fonction du protocole du soin, en fonction de sa réalité, de ce qu'elle vit. Donc vraiment écoutez et questionnez. Vraiment, si vous devez garder quelque chose, questionnez, ne vous mettez pas à la place. Et bien évidemment, écoutez vos limites. On n'est pas un couteau suisse, il y a certaines choses où on peut se sentir en capacité de répondre et d'autres où il faut apprendre à dire non. Merci. Une fois la prise en charge, Rémi, une fois la prise en charge psychologique réalisée et les traitements médicamenteux terminés, que se passe-t-il? Quel est le suivi médical qui est préconisé? On parle d'hormonothérapie, est-ce que c'est valable pour tous les cancers? D'hormonothérapie. Oui. On en parlait. Est-ce que c'est valable pour tous les cancers? Alors, l'hormonothérapie, on la donne que pour des femmes qui ont des cancers avec présence de récepteurs hormonaux, donc a priori qui sont hormonodépendants. Malheureusement, il y a certaines cellules tumorales qui sont plus malignes que les autres et qui finissent par s'adapter au traitement. Et donc, on peut avoir ce qu'on appelle des hormonothérapies de deuxième ligne. Et c'est pour ça que de temps en temps, on peut être amené à rebiopsier sur des tumeurs qui ont évolué pour donner toujours, essayer de trouver le traitement le plus adapté, le plus efficace, avec le minimum d'effets secondaires. Alors c'est compliqué dans le monde moderne parce que on vit dans une société qui est normée. C'est-à-dire que les protocoles que nous appliquons sont faits à partir d'essais thérapeutiques dans lesquels, il y a 20 ans, on a mis 3000 patients dans un bras d'essais thérapeutiques, 3000 patients dans l'autre, et puis on a comparé entre les deux bras, et il y a un bras qui est meilleur que les autres. Sauf que dans les bras, il y a des petits, des grands, des gros, des maigres, des jeunes, des vieux, etc., etc. Mais la statistique lisse tout ça et dit, c'est ça la dose. Mais
c'est déjà un Paracelse qui était un alchimiste du XVIe siècle, qui avait déjà dit que la dose pouvait être toxique et qu'il fallait adapter le traitement au patient et non pas le patient au traitement. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout avec les protocoles, et en particulier pour les hormonothérapies et les effets secondaires des hormonothérapies, de l'adaptation des hormonothérapies aux femmes qui sont plus jeunes ou plus vieilles, qui pèsent plus lourd, etc. Et ça sort des normes. Mais comme Jennifer vous l'a très bien dit, lorsqu'on ne supporte pas un traitement, il y a une double culpabilité, c'est-à-dire on arrête le traitement qui est prescrit et on se dit, mais si j'arrête ce traitement, est-ce que je vais récidiver? Est-ce que j'ai plus de risque de récidiver? Et vous allez voir votre médecin en disant, mais si j'arrête le traitement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prédire l'avenir. On peut simplement aller avec les protocoles. Et si possible, comme c'est possible, les adapter. Mélanie, un bouleversement pour la vie des patientes, on le sait, on a vu, et Jennifer nous en a vraiment parlé avec sincérité. Comment on revient dans sa routine de vie et comment on gère ce traumatisme? Est-ce qu'on vit avec? Est-ce qu'on l'oublie? Alors, comme j'aime souvent le dire, je ne vais pas reprendre l'image de la maison, mais un petit peu. Pour moi, je définis le avant, c'est on était. Pendant, on devient. Après, on réapprend. C'est un apprentissage. On réapprend, on confronte celle qu'on est devenue, celle qu'on a boostée, celle qui a pris confiance, celle qui ose s'assumer dans ses besoins, dans ses attentes, celle qui ose s'affirmer. Et on va le confronter à la réalité. Cette réalité qui, elle, des fois, a bougé ou pas du tout. Donc, c'est vraiment accompagner le patient à se dire voilà, qui je suis ou qui je tends à continuer à maintenir, à alimenter. Et donc, certains vont changer leur hygiène de vie, se mettre au sport, pour certains qui n'en faisaient pas, manger plus de fruits et légumes, oui. D'autres, ça va être au contraire s'écouter. C'était des personnes qui étaient plutôt dans le people pleasing, qui aimaient bien sortir, dire oui, vont davantage écouter leur corps, se dire là, je suis fatiguée, j'ai envie de voir telle personne, j'ai envie de socialiser, mais non, là, je préfère rentrer. Ou à l'inverse, des personnes qui ont compris qu'elles étaient peut-être dans un isolement social et qu'elles ont besoin de ce lien social, qu'elles vont davantage accepter des invitations, être à l'initiative. Donc c'est un réinvestissement, on réapprend. Dernière question, alors c'est une question un peu collégiale, tous les deux, une petite minute avant la conclusion. Dans l'inconscient collectif, on pense que rémission égale guérison. Alors on en a beaucoup parlé en préparant l'émission. Alors on aimerait avoir votre avis rapidement. Côté psychologue, côté docteur. La rémission, c'est une situation dans laquelle il n'y a pas de maladie clinique, radiologique, dépistable. Et quand vous regardez Larousse ou Wikipédia, ou Petit ou Robert, je ne sais plus, eh bien, quand la rémission se prolonge, eh bien, on peut parler de guérison. Et vous allez me dire, mais ça se prolonge pendant combien de temps? Eh bien, je vais répondre à côté, puisque je n'ai pas de vraie réponse. Mais une femme qui a eu un cancer du sein n'oublie jamais qu'elle a eu un cancer du sein, et jusque si elle a eu un cancer du sein à 35 ans, quand Jennifer en aura 70, elle pourra vous raconter de la même façon le jour où on lui a dit, Jennifer, tu as un cancer du sein, et 40 ans plus tard. Donc, on n'oublie pas, on vit avec, c'est une cicatrice indélébile. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, en thérapie de base, on ne parle jamais de guérison, que ce soit par rapport à un cancer, par rapport à un tox. Il y a un avant, un après. On a appris sur soi, on est devenu différent. Donc, ça laisse une trace. Le corps n'oublie jamais, mais l'esprit non plus. Donc, finalement, on réinvestit un nouveau soi, un nouveau monde. Donc, on ne guérit jamais. Je trouve aussi, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que le mot guérison ferme quelque chose. Et dans cette épreuve que vous avez très bien expliquée, de progression qu'on peut, cette épreuve initiatique, il vaut mieux continuer sur le chemin. Moi, j'ai un souvenir d'une de mes patientes qui m'a dit « J'ai beaucoup réfléchi pour savoir pourquoi j'avais un cancer, et en fait, maintenant j'ai compris, je sais que c'était à cause de ma belle-mère. » Je lui ai dit c'est possible, mais j'ai quand même suggéré à cette dame de rouvrir une toute petite porte pour continuer à essayer de progresser. C'était une histoire vraie.
et pauvre belle-mère. Un grand merci à vous deux pour votre témoignage, pour votre expertise partagée. Restez là, restez au petit salon. Merci. Merci à tous les deux. Et voilà, avant de conclure, je vais rappeler Kali Bourissa à nous rejoindre sur cette scène pour un mot de conclusion. Là, nous n'avons pas le temps de prendre des questions. Kali, petit mot de conclusion. Merci, un grand merci déjà à vous dans la salle et vous à distance qui avez suivi cette conférence. On a été ravis de pouvoir vous la proposer. Un grand merci aux professionnels de santé qui ont pu vous éclairer sur cette thématique. Et un énorme merci à toi, Jennifer, d'avoir partagé ton témoignage avec sincérité, authenticité. Je pense que ça a aidé beaucoup de femmes. On est aussi ravis avec À Tout Soleil de pouvoir soutenir des associations sur cette thématique-là. Donc, on aura le 2 décembre 15 associations qui vont être récompensées dans le cadre d'À Tout Soleil qui, au quotidien, aident des femmes, les accompagnent, que ce soit sur le cancer du sein, mais toute autre maladie propre aux femmes. Donc, je vous invite à vous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître bientôt ces associations lauréates. Excusez-moi, et connaître toutes les actions du fonds de dotation puisqu'on soutient beaucoup d'associations par ailleurs. Avant de conclure, je vais inviter Jennifer à revenir sur scène pour finaliser ce moment tous ensemble. Alors un petit mot, avant de rendre l'antenne, une petite page de pub aussi sur la sortie du livre. On l'a vu tout à l'heure sur la slide. Docteur, on avait fait la publicité sur la sortie livre après l'après-cancer, c'est ça? C'est géré. Merci. Voilà. Jennifer, c'est à toi pour conclure. Merci à tout le monde. Je vous cache pas que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde audito, mais aussi à distance, 270 personnes. Donc merci beaucoup aux intervenants pour la qualité de vos échanges. Merci Philippe, Kali pour ton travail exceptionnel. Thierry d'avoir cru en cette conférence. Merci pour ton soutien. Manon, toute l'équipe de GPM à nos épaules et vos ailes, de pouvoir mettre en lumière le parcours contre le cancer du sein. Merci pour votre écoute. Je rebondis juste rapidement parce que je suis d'accord avec vous, heureusement, j'ai envie de vous dire, sinon ce serait un petit peu dommage, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas, j'oublierai jamais, mais encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une nouvelle vie. Mélanie l'a dit aussi, on veut se mettre à la place des autres. Non, évitez-vous ça. Faut pas se mettre à la place d'eux. J'ai une phrase qui m'était dite par un proche en disant, écoute, je ne sais pas ce que tu vis, mais je suis là. Ça suffit. Parce qu'en fait, on ne veut pas que nos aidants et nos proches vivent ça ou se disent, bah, je comprends. Vraiment, le mot d'ordre, l'objectif de ce témoignage, c'est que s'il y a une personne qui sort de cet auditorium ou qui déconnecte son ordinateur, qui va prendre le soin de parler à sa tante, sa voisine, que sais-je, une personne qui peut-être a une petite douleur, de passer le mot, quelqu'un qui va faire une autopalpation, j'ai gagné. Parce que je me dis que ce qui m'est arrivé, je veux pas que ce soit vain, je l'ai fait pour moi bien sûr, mais aujourd'hui, il faut que cette expérience elle serve aux autres. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous, n'attendez pas d'être au bord du gouffre pour prendre les bonnes décisions, profitez de la vie, de chaque instant, la santé n'attend pas. Donc voilà, merci encore de m'avoir écouté et voilà, profitez de chaque instant. C'est vraiment le mot d'ordre de ma intervention. Merci Jennifer. Merci.